Mesdames, Messieurs, désolé de ce retard. Je ne sais pas si nous avons une heure de temps, si nous n'avons pas perdu tout le temps. Parce qu'il avait été prévu qu'on soit ici de 14h à 16h. Merci d'être là, pour vous qui êtes là. Je voulais d'abord vous présenter le bureau qui a été élu la dernière fois. Le bureau de CERD, qui est la commission électorale de la représentation diplomatique, ici c'est de France. D'abord, à ma droite, M. Tidiane Goné, qui est le président. À ma gauche, c'est Mme Thau. Mme Thau Béatrice, de la première vice-présidence. Ensuite, nous avons comme membre, il faudra lever la main pour qu'on vous salue, M. Aka Bonimak. On l'applaudit quand même. Ensuite, M. Mobio Frédéric. Non, je voulais préciser que M. Mobio Frédéric est parti sur Marseille, parce qu'on a des déplacements en France. Alors, M. Mme Thau Béatrice. Oui, je vous en prie. Aïda Abdoulaye, qui est le secrétaire. Cissé Mamadou, membre. Tomo Rodriguez. Je suis aussi ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal. Et quand je vois excusez-moi. Et Mme Céa Juliette. Ah, Mme Céa Juliette. Cossage. Ah bon? Je comprends pas. Cossage, C'est Mme Cossage Juliette. Ah, pourquoi vous m'avez mis Céa? D'accord, très bien. Alors là, donc c'est le bureau qui a été donc élu pendant le passage du vice-président de la commission électorale indépendante, M. Gervais Koulibaly, il y a 15 jours, je crois, à Paris. 3 semaines. 3 semaines à Paris. C'était le tout événement. Et donc c'est ce bureau qui est chargé de gérer tout ceci et de répondre à vos questions tout à l'heure, c'est eux qui vont répondre à vos questions. Moi, je vais simplement faire une introduction. D'abord, cette rencontre, j'insiste, n'est pas politique. Cette rencontre n'a pas de caractère politique. Cette rencontre n'a pas un caractère politique, mais c'est plutôt une rencontre citoyenne et qui a un caractère administratif. Je m'explique. Citoyenne, dans la mesure où voter est un droit constitutionnel. Le vote est un droit constitutionnel en fait. Dans certains pays comme le Brésil, le vote est obligatoire. En tout cas, dans beaucoup de pays, les gens se sont battus pour pouvoir voter. Les femmes ont obtenu le droit de vote il y a très longtemps. Donc, c'est un privilège de pouvoir voter. C'est ainsi qu'il faut le prendre. C'est la raison pour laquelle l'ambassade que j'ai l'honneur de diriger mettra tout en œuvre pour que chaque citoyen ivoirien vivant en France puisse exercer ce droit de vote. Nous allons tout mettre en œuvre pour que chacun puisse voter. Je disais que notre rencontre d'aujourd'hui a un caractère
car il s'agira d'expliquer aux commissaires sont là en quoi consiste la révision de la liste électorale. Donc, cette opération d'enrôlement a deux objectifs. Obtenir, pour ceux qui n'en ont pas encore, une première carte d'électeur. Obtenir une première carte d'électeur pour les non-inscrits sur la liste électorale de 2010. Tous ceux qui n'ont pas pu être inscrits en 2010 pourront obtenir une carte d'électeur. Deuxièmement, obtenir une nouvelle carte pour ceux qui ont changé de lieu de résidence ou d'état civil. On va s'en expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pour l'enrôlement proprement dit, 4 questions sont essentielles. Qui doit se faire enrôler? Comment se faire enrôler? Où se faire enrôler? Et quand se faire enrôler? Qui doit se faire enrôler? Alors, 2 catégories de personnes sont concernées. Les personnes figurant sur la liste de 2010, mais ayant effectué des changements dans leur état civil. Par exemple, les jeunes dames qui se sont mariées, donc qui ont changé de nom, changement de nom, etc. Nos commissaires nous expliqueront les détails tout à l'heure. Ceux qui ont changé de lieu de résidence devront se faire à nouveau enrôler, ou tout autre type de changement que nous devons prendre en compte pour la mise à jour de la liste électorale. Alors donc doivent se faire enrôler les nouveaux électeurs, c'est-à-dire les non-inscrits sur la liste de 2010, et ceux ayant atteint la majorité électorale, c'est-à-dire 18 ans, les enfants. On n'a pas pu voter auparavant. Alors deuxièmement, comment se faire enrôler? Les documents d'identité nécessaires pour se faire inscrire ou pour modifier des données déjà inscrites sur la liste électorale, les documents d'identité nécessaires, ce sont la carte d'identité nationale, le certificat de nationalité, le passeport biométrique. Tout ça, c'est où? C'est pas c'est la carte d'identité ou le certificat de nationalité ou le passeport biométrique. Et nous sommes en train de travailler avec le secrétaire, M. Aïdara, pour que très rapidement nous puissions joindre une autre donnée d'identité, une autre carte. Ce sera la carte consulaire. Et bientôt nous allons mettre en circulation. J'ai bien échangé la question de code ne va pas tenir, mais j'avais envie de me mettre avec. De toute façon, ça puisse balancer ça tout de suite. Donc, ce sera la carte consulaire. Troisièmement, où se faire enrôler? L'enrôlement se fera dans les centres de recensement. Les centres de recensement. En France, nous aurons 16 centres d'enrôlement, 16 sur toute la France, répartis sur le territoire. Alors, en Île-de-France, nous aurons 9 centres de recensement regroupés sur 3 sites. Nos commissaires vont avoir des détails tout à l'heure. Les 3 sites, ce sont Villejuif, la Défense et Saint-Ouen. Villejuif, la Défense et Saint-Ouen. En province, nous aurons un centre de recensement à Lille, un centre de recensement à Strasbourg, un centre de recensement à Lyon, un autre à Marseille,
ensuite à Toulouse, à Bordeaux et enfin à Nantes, qui est dans le centre, rapport 2010. Alors la quatrième et dernière point que j'aborde, c'est quand se fait enrôler. Alors les centres d'enrôlement seront ouverts sur le territoire français à partir du 7 juin jusqu'au 30 juin. Du 7 au 30 juin 2015. Voilà, je vous remercie et nous sommes ouverts aux questions. D'abord, je poursuis le bloc que M. Abdel a donné et je vous passe le micro à M. le Président. Merci, M. l'ambassadeur. Je tenais avant de commencer à vous présenter un petit peu, en repère plus ce que l'ambassadeur vient de dire, je tenais à remercier l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur nous permet de faciliter notre travail. Parce qu'il nous met à disposition les locaux de l'ambassade. Et nous avons des réunions jusqu'à 2h30 et 3h. Normalement, à ces heures-là, l'ambassade est fermée. Les gardiens doivent se reposer. Et il nous permet d'avoir des réunions jusqu'à 16h30. Et l'ambassadeur a un second rôle aussi qui nous aide énormément. C'est un rôle de facilitateur. Parce qu'on a souvent des difficultés avec l'administration. Et on ne connaît pas tous les meilleurs d'administration. Donc, il nous permet de faciliter les contacts et de nous ouvrir certaines portes un peu plus facilement. Donc je pense que je veux vraiment le remercier officiellement et tous les commissaires de la CEI France, la CERD France vous remercie, monsieur, pour tout ce que vous faites pour que la CERD France fonctionne convenablement. Merci, sur les points que l'ambassadeur vient d'indiquer, je ne vais rien rajouter, parce que tout est dit. Je voulais juste mettre la phase de l'enrôlement dans le contexte. La révision de la liste électorale se fait en 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de l'enrôlement, celle dont vient parler son Excellence. La seconde étape sera l'étape de contentieux. Cette étape sera pour des personnes qui iront voir la liste provisoire, parce qu'après la première étape, après l'enrôlement, il y aura l'affichage de liste provisoire. Chaque Ivoirien de France va voir s'il est présent sur la liste provisoire. S'il est présent sur la liste provisoire, il n'y a pas de souci, il aura sa carte d'électeur. S'il n'est pas présent sur la liste provisoire, ils vont indiquer pourquoi il n'est pas présent sur la liste provisoire. Généralement, ce sont des compléments de documents qui sont demandés. Et si l'Ivoirien, le concitoyen, fournit ce document de document, il est déversé dans la liste définitive. Souvent, l'Ivoirien qui va regarder cette liste et qui n'est pas présent sur cette liste pourra se faire réenrôler. Donc, dans la deuxième phase, après l'affichage de la liste provisoire, il y aura une sorte de mini-enrôlement derrière pour ceux qui ne se retrouvent pas sur la liste provisoire. Et la troisième étape, ce sera l'étape finale, l'étape d'affichage de la liste définitive. Cette liste-là, tout Ivoirien présent sur cette liste-là pourra voter. Donc, je voulais juste resituer le contexte globalement. On va travailler sur 3 étapes. La première, l'enrôlement, c'est dont vient de parler de son Excellence. La deuxième étape, contentieux, affichage de la liste provisoire. Et ceux qui sont en contentieux vont amener les pièces demandées pour être déversées dans la liste définitive. Et cette liste définitive sera affichée aussi. C'est le complément que je voulais apporter. Donc je pense que si vous voulez qu'on passe à la phase de questions pour amener un peu plus en profondeur dans les sujets, je suis ouvert. Je pense que si son Excellence le permet, on va prendre des séries de 3-4 questions et puis on avancera et ça nous permettra d'éclaircir les zones que chacun peut avoir. Merci. La deuxième question que je voudrais poser, moi je pense que pour éviter les conflits en Afrique, parce qu'il ne faudrait pas que le monde entier nous présente comme des meneurs de conflits partout. Et parce que nous refusons ce que j'appellerais ici la traçabilité des élections en Afrique. Le manque de transparence,
Et ça crée des problèmes. Les gouvernements passés ont essayé de mettre les CEI de la même façon et ça a créé des conflits sur les listes électorales ici en France. J'y ai participé. Et des militants du RDR n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur ces listes électorales. Et nous sommes en train de rééditer 2010. Et nous ne sommes pas encore loin d'un autre conflit qui arrive, qui est en train de se préparer là. Parce que moi, je ne suis pas dans ce bureau, je ne sais pas comment les choses se passent, à quel moment vous avez mis ce bureau-là en place, et tous les noms que j'entends, ce sont des noms qui appartiennent à des partis politiques ici en France. Et en majorité, le pouvoir qui est en place. Donc ça, il faudrait qu'on évite cela, parce que ce n'est pas la peine de créer, de fabriquer des germes de conflits à tout moment en Afrique. Il faudrait qu'on avance aussi vers la démocratie, aussi vers la transparence, vers la traçabilité dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais fini. Vous étiez monsieur Voilà. On va prendre 5 séries de questions, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je m'appelle Iyaké Niafubo. Je suis militant du Front populaire ivoirien. La vieille Yolande, je suis militant du PDC parce que je voulais répondre à ce qu'il disait, juste pour l'interprétation politique. Ma question repose sur l'enrôlement. Là, nous allons voter pour les présidentielles et beaucoup ici, je pense, on oublie que nous avons des ambitions régionales, communales et législatives, ceux qui ne sont pas représentés, parce que je ne pense pas qu'il y ait le poste de député de l'étranger. Alors pour quelqu'un qui souhaiterait avoir une ambition régionale, communale ou législative, où est-ce qu'il va, enfin, comment il va procéder pour voter? Parce que je me suis dit que si on s'enrôle, on est enrôlé sur le fichier de Paris, mais est-ce qu'on peut quitter Paris et aller voter ou se présenter en Côte d'Ivoire pour un poste qui sera intéressant? Voilà. Je vous remercie. Ouais. Bonjour, monsieur Timité Adama. En fait, je voulais d'abord remercier monsieur l'ambassadeur pour son intervention. On vous attend. En fait, ma question se porte sur l'enrôlement. Je voudrais savoir, pour les Ivoiriens qui sont venus au moment de la crise, qui étaient sous l'effet qui avaient le statut de réfugiés en France et qui n'ont pas pu rentrer avec les pièces originales d'identité ivoirienne ou de passeport, des choses comme ça ici. Tout le monde sait comment les réfugiés viennent souvent en France. Et que dans leur démarche administrative pour être réguliers en France, on peut avoir la nationalité française et qui n'ont plus de papier ivoirien, alors qu'ils ont déjà procédé à des votes précédents. Comment ils pourront faire pour pouvoir s'enrôler maintenant et participer aux élections futures qui arrivent? Monsieur Bété, militant des citoyens ivoiriens, je voulais savoir, ma question va au président de la CEI. En écoutant les différentes questions aujourd'hui et il y a 3 semaines, je me rends compte que pour extraire de la démarche de la CEI son caractère politique que d'autres veulent à tout prix lui inculquer, je pense qu'il faut qu'on associe les différents partis. Je sais que c'est un beau projet, mais il faut que tout le monde le sache. On associe les partis politiques au travail de la CEI pour que les questions purement politiques soient reportées dans les partis politiques. Donc on pourra dire aux gens d'aller se renseigner dans leurs partis politiques qui sont supposés renseignés par la CEI pour éviter que toutes nos démarches techniques retournent toujours sur le fait politique. Parce que là, on va encore retomber dans tout ce que, parce que personne n'est responsable de conflit, mais tout le monde se plaint de conflits. Donc ma question c'est de savoir,
est-ce qu'il est prévu que la CEI travaille avec les représentants des partis et par quel canal ces partis-là sont informés de la nécessité de leur présence aux travaux de la CEI? Merci. Dernière question. Oui, je voulais juste donner un exemple pour rassurer mon frère Odé concernant la nationalité. Et je prends mon exemple. Mes 3 enfants sont nés en France. Donc je suis parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'ai fait l'extrait de naissance. Avec cet extrait de naissance, je suis allé à Abidjan, j'ai fait le certificat de nationalité. Donc mon fils qui a maintenant 19 ans pourra s'enrôler cette année. Donc voilà la démarche que j'ai faite. Il faut aller à l'ambassade, faire l'extrait de naissance de vos enfants et ensuite faire la démarche pour faire les pièces qu'on vous demande. C'est tout ce que nous avons. Qui ont siégé, qui ont décidé quelque chose. Moi, je ne suis pas un élu ivoirien. J'ai été juste élu par les commissaires de la CEI. Donc, je ne peux pas prendre des décisions pour parler de la loi qui a été votée par des élus ivoiriens. La composition de la CEI, c'est la loi. Et moi, je suis rentré à la CEI pour appliquer la loi. Je ne suis pas rentré à la CEI pour la contester ou la commenter. Sinon, je serais resté dans le parti où j'étais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour répondre à la première question sur les caractères politiques. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dedans. Si vous avez une proposition à faire, faites-le aux députés qui siègent. Cela prendra en compte vos préoccupations et les remonteront, et les élus locaux vont les remonter au niveau des commissions de travail et ils prendront en compte vos préoccupations. Merci. Pour parler de la composition de la CEI, la CEI c'est la loi. Donc vous allez voir la loi, vous allez voir que dans chaque parti qui a été répertorié, le groupe opposition, le groupe majorité, présente, met à disposition de la CEI une personne, et cette personne-là, toutes ces personnes se retrouvent pour former une commission. Et dans cette commission-là, ces personnes élisent quelqu'un, ça a été ma personne comme président, et Madame To Béatrice. Voilà. Vous ne savez pas le parti politique Madame To Béatrice, peut-être que vous savez bien ou vous ne le savez pas. Donc, pour ne pas dire que c'est que le RDR, ou c'est que le PIT, ou c'est que le LFP ou du FPI, il ne faut pas le dire. Voilà. Donc, vous allez voir la loi, et si la loi ne vous plaît pas, lors d'élections législatives, vous devez le savoir, vous votez pour celui qui soutient votre camp. Voilà. Concernant l'enrôlement et les ambitions régionales et le fichier de Paris. Il n'y a pas un fichier de Paris, c'est un fichier national où ceux de Paris, les Ivoiriens résidant à l'étranger, ils sont. Mais c'est un fichier national. Donc, je pense que si vous êtes Ivoirienne, si vous remplissez les critères de loi, vous pouvez vous présenter à toutes les élections. Je ne sais pas si, peut-être que si le domicile est un critère discriminant, vous serez pénalisé. Mais là, c'est encore la loi et je suis pour rien. Et M. Tibita Dama, concernant l'enrôlement sur le statut des réfugiés politiques et la perte de nationalité, je vais laisser M. le consul vous répondre. En ce qui concerne le vote de ceux qui sont réfugiés, on ne peut rien faire malheureusement, on ne peut qu'appliquer la loi. La loi dit, pour s'inscrire, il faut prendre la carte nationale d'identité, le certificat de nationalité ivoirienne, le passeport biométrique ivoirien ou la carte consulaire. Si vous n'avez pas donné des cartes, ce n'est pas possible. C'est tout. S'il vous plaît, on va vous donner des nouvelles récentes. Concernant les partis politiques, nous avons prévu une réunion avec les responsables des partis politiques. Ici, la semaine prochaine, on va convoquer les partis les responsables et on va une réunion ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on pense que sans les partis politiques,
dossier ne peut pas avancer, ça l'esprit ne peut pas avancer. Donc on est obligé de faire avec le livre. Merci. Donc je pense que la vice-présidente a répondu à vos soucis. Les partis politiques qui représentaient ici en France. J'ai précisé en France. Donc je pense que la vice-présidente a répondu. C'est vrai que nous on est prêts à travailler avec tous les citoyens, tous les leaders d'opinion, tous ceux qui veulent nous aider à faire comprendre aux Ivoiriens la tâche que nous faisons et à faire comprendre aux Ivoiriens que s'ils veulent devenir des citoyens et qu'ils veulent voter, nous faisons tout pour leur permettre de voter, bien entendu, s'ils rentrent dans les critères que la loi a établis. Voilà. Oui, je voudrais ajouter quelque chose en ce qui concerne la réponse de Monsieur le Consul. Vous avez cité des documents qu'il faut, selon la loi, pour voter, mais vous n'avez pas dit, vous n'avez pas répondu à la question du monsieur, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir ces documents. C'est bien ça, monsieur. C'est ça, oui. Donc on ne peut pas, du moment qu'il est arrivé ici comme il est politique, il ne peut plus avoir de papier. Est-ce qu'il peut avoir une carte d'identité? Est-ce qu'il peut avoir un passeport biométrique? Est-ce qu'il peut, comment faut-il qu'il fasse? Est-ce que vous pouvez lui demander d'aller chercher cela de naissance du village? Je vais expliquer un peu comment. Le fait même qu'il soit réfugié politique, il n'a même pas accès à l'ambassade. En principe. Alors, la semaine dernière, il y a un Ivoirien qui est arrivé, avec des actes de réfugiés, et il veut se faire établir un passeport. La préfecture a demandé de se faire établir un passeport biométrique. Je lui ai dit, monsieur, c'est parce que je vous ai dit que je vais vous aider. Je ne sais pas de passeport pour vous, parce que c'est un piège qui sont connus. En principe, les réfugiés n'ont pas accès à son ambassade, parce qu'il est en danger. Alors quand il faut espérer, ils disent, allez à l'ambassade, faites des papiers. Quand vous allez vous dire, ah, il y a un peu de alors il faut un petit peu de papier. J'ai bien dit, les gens qui ont eu le statut de réfugiés et après qui ont eu la nationalité française pour rester en France en règle. Je n'ai pas dit les stades des réfugiés avec le Bon, Paris, Intramuros n'est pas trouvé un site et que tout le monde est en banlieue. À la Défense, à Saint-Ouen et à Paris. Je crois qu'à Paris, on a pu trouver un centre aussi, normalement, dans Paris-Ville. Voilà. Deuxième volet de ma question, ça concerne ce que la dame a dit. Concernant, vous avez tout à l'heure que pour ambitionner quelque chose, pour ambitionner des événements, ambitionner un poste politique, quel que soit un poste qu'on désire avoir, il faudrait que il y a le problème qui se pose, le problème de la résidence. Quand vous êtes en France, vous voulez aller à Abidjan faire quelque chose, puis un poste vous demande d'avoir vécu 5 ans à Abidjan. Je trouve que ce truc, ce paramètre doit être banni. Pourquoi? Parce que, c'est pour ça que je fais l'ambassade, pourquoi? Parce qu'il y a maintenant le forum de la diaspora. On demande une contribution à nous, pour qu'on ait en Côte d'Ivoire, investir et faire des choses. Comment se fait-il que on fait plein de systèmes d'efforts pour pouvoir permettre aux Ivoiriens ici de se présenter aux élections là-bas sans condition de résidence. C'est très important, il faudrait que vous voyez ça aussi. Qu'on aussi, même si on vit en France, on puisse aller à Abidjan, avoir des postes, avoir des actions politiques, sans qu'on nous mette le critère de cette forme de résidence. Merci. Ça soutient. La difficulté qu'on avait à Paris, c'est la durée. Parce que mobiliser une salle pendant 24 jours est très compliqué. Parce que la plupart des salles qu'on a eues, la plupart des salles à disposition, les salles à disposition de location, ce sont des salles où s'organisent des cérémonies. Généralement, les week-ends sont complets. Et on a eu énormément de mal pour avoir des salles à l'intérieur de Paris. C'est le gros problème, c'est le gros problème.
on avait des salles, mais c'était de manière discontinue. Et on ne pouvait pas se permettre de lancer l'enrôlement, dire aux Ivoiriens, vous faites une semaine ici, une semaine ici, une semaine là. C'est pas possible. Voilà, et ça a été vraiment une de notre grosse difficulté, les salles. Et il fallait trouver des salles, Paris étant compliqué, il fallait essayer de trouver des salles de la petite couronne pour essayer de faciliter les déplacements et trouver des salles dans des lieux accessibles et des lieux connus. Donc on avait quand même des contraintes qui ont fait qu'on n'avait pas toute la souplesse nécessaire pour avoir. Il vous rendez compte aussi, les salles à Paris, souvent ils me demandaient un montant qui pouvait égaler le budget de fonctionnement de la Société de France. Donc c'était assez compliqué. Vraiment, je vous assure qu'on a fait au mieux d'avoir des salles dans la petite couronne accessibles et pour que tous les Ivoiriens puissent aller se faire enrôler. Pour le second point concernant les critères de résidence, l'évolution de la loi, là je ne suis pas encore législateur et vraiment j'aurais du mal à. Je vous demande de vous rapprocher d'un législateur, quelqu'un qui a été élu par les Ivoiriens, et je pense que ce sera son rôle de prendre à bras le corps ces sujets et puis de remonter à ses collègues députés. Quand je serai élu, si Dieu me donne cette chance-là, peut-être je pourrai pas. Bravo. Excusez-moi, non, il répond d'abord. Merci, vous avez fait une contribution plus tard, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Oussou Yassine, pour les déplacements, pour les lieux, ce qui s'applique en France s'applique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on est un lieu de vote, un lieu où on est recensé. Si on change d'endroit, on ne pourra pas se faire recenser. Il n'y a pas d'exception en France. C'est la même règle en Côte d'Ivoire. Donc, je comprends mieux qu'ils n'aient pas mis d'exception pour la France. Voilà, parce que nous sommes des Ivoiriens, comme ceux qui résident sur les territoires ivoiriens, et la loi s'applique à tous. L'inquiétude concernant la sécurité, la délivrance des pièces. C'est vrai, je suis juste d'accord avec vous. Ça s'est passé dans une situation, je dirais, un peu calamiteuse. Et je partage votre nouvelle inquiétude parce que j'étais vice-président en 2010. Je ne vais pas le défiler. Ça n'a pas été facile, ça a été très dur. Je comprends votre inquiétude. Je comprends. Et je pense que vu l'expérience que j'ai eue, que les Ivoiriens ont eue, on essaiera vraiment de ne pas répéter ça. On va tout faire pour ne pas le répéter. On va essayer de mettre les moyens au niveau de la sécurité. On va s'arranger pour faire, comme vous avez dit, une délivrance de pièces civilisées. On va tout faire pour que ce soit quelque chose de civilisé. Donc, je pense qu'on va s'atteler la tâche et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je comprends votre inquiétude.